La différence entre juifs français et juifs étrangers, c'est évidemment, peut-être que vous voudrez prolonger, hein, mais c'est évidemment une différence essentielle pour Vichy, c'est-à-dire que Vichy mène une politique antisémite, mais ne met pas sur le même plan le juif français et le juif étranger. Enfin, dans les juifs français, il y a aussi les anciens de 14-18, donc lors des accords de Muskeberg, dont on a parlé notamment de l'été 1942, lorsque Vichy met sa police en zone nord, occupée, à disposition des nazis pour faire le Veldiv, elle demande qu'on arrête en priorité des juifs étrangers. Et surtout, lorsque, lors de cette même négociation, Vichy s'engage à livrer 10 000 juifs de zone sud, de ces camps de zone sud, une zone libre, entre guillemets encore, non occupée par les Allemands. Donc les Allemands ne peuvent pas venir chercher eux-mêmes les juifs, afin qu'on les amène à la frontière, à la ligne de démarcation. C'est Vichy qui fait ça, il choisit 10 000 juifs étrangers, uniquement étrangers. Mais ce qu'il faut rappeler également, c'est que la Ligue, parce que là c'est parfois également mis au crédit de Vichy, en disant ils ont quand même fait une différence entre les uns et les autres, une différence qu'on peut juger horrible d'ailleurs. Mais cette différence, elle saute au début de l'année 1944, c'est le fameux procès Papon, dans nos mémoires. C'est qu'au début de l'année 1944, lorsque la Gestapo de Bordeaux, qui a du mal à remplir ses listes, demande la liste des juifs français de la région bordelaise, après 3, 4, 5, 10 coups de téléphone, Laval finit et Pétain par céder, et il donne l'aval à la préfecture de Gironde de livrer les listes de juifs français. C'est appliqué notamment par le secrétaire général à la préfecture. Vous avez raison de souligner également le rôle des GTE. Les GTE, c'est les groupements de travailleurs étrangers, c'est-à-dire que quand les juifs ou non-juifs sont internés par Vichy dans les dizaines et dizaines de camps de zone sud, il y a un moment, il faut bien les utiliser. Et on les fait travailler. On fait travailler les hommes, notamment, dans des groupements. Et lorsque, été 42, il faut 10 000 juifs, on va aussi en chercher dans ces GTE. Donc on va rechercher des gens qu'on avait mis dans des conditions, entre guillemets, un peu plus favorables. Et ils sont ramenés à la ligne de démarcation, livrés aux Allemands. Les conditions, j'ai cessé de vous le rappeler, les conditions diffèrent. La zone italienne, c'est un très très bon exemple. Il ne s'agit évidemment pas de dire que Mussolini a particulièrement voulu protéger ou que le fascisme, voilà, vous l'avez rappelé, protège les juifs. Il s'agit de dire que les conditions diffèrent. Et elles diffèrent même chronologiquement au sein de la même zone. Puisque lorsque Brunner est autorisé à faire une grande rafle à Nice et dans les environs, en zone italienne, qu'est-ce qui a changé? C'est que les Allemands occupent dorénavant la zone italienne. Donc vous voyez, les conditions ne cessent d'évoluer. On parle dans les programmes scolaires d'extermination des tziganes. Oui, évidemment, en France occupée, le seul convoi de tziganes qui part, il part du Nord-Pas-de-Calais. Pourquoi? Parce que le commandement militaire de la zone spécifique du Nord-Pas-de-Calais applique la directive d'Himmler de déportation des tziganes. Celui de Paris, il ne l'applique pas. Pourquoi il ne l'applique pas? Parce qu'il a déjà envoyé tous les tziganes, il les a en tout cas laissés à Vichy, dans les camps de zone sud. Et les tziganes meurent à plus de 3000 du fait des conditions dans les camps français. Mais du coup, il n'y a pas eu de déportation des tziganes du reste de la France. Si l'occupation avait duré, elle serait sans doute arrivée, mais en tout cas, il n'y en a pas encore eu. Et quant aux images, moi les images, je pense qu'on peut les utiliser même lorsqu'elles sont horribles ou catastrophiques. Il suffit de les travailler comme tout document. Et on peut tout à fait travailler, et je rebondis sur votre question sur la pédagogie, on peut tout à fait travailler avec une classe sur des images, sur ce qu'elles montrent, sur ce qu'elles ne montrent pas, et sur précisément d'ailleurs la façon de les utiliser, sur la façon dont les enfants la voient, ce qui les greffe dessus. Quand je parlais de pédagogie complexe, ça veut dire que moi j'essaye, et j'y réussis pas toujours, à aborder la complexité. Le rôle de l'historien, c'est de chercher les faits, c'est de les comprendre et de les mettre en perspective. Le rôle du pédagogue, c'est de transmettre ces faits avec cette mise en perspective. Donc il ne s'agit pas, le pédagogue, il n'est pas là pour reconstruire le fait, le simplifier, enlever des bouts. Ça, quand on fait ça, on se tire plus qu'une balle dans le pied. Parce que là, on arrive à des vulgates simplificatrices, et c'est malheureusement sur nos sujets parfois ce qui ressurgit des manuels et des instructions officielles, ça c'est plus grave. Et si on enlève un bout du contenu du fait, là évidemment on parle de la même chose. Donc, or, on l'a déjà dit, ce sujet, cette matière est complexe, parce qu'il traverse nos représentations, les mémoires et des faits complexes à historiser. Inévitablement, le sujet est complexe. Donc la pédagogie face à ça, on ne fait pas n'importe quoi. Alors
donne un exemple. Là, moi, première chose, on s'adapte à la classe, hein, on s'adapte à notre public, on regarde le temps qu'on a. Donc là, moi, par exemple, je travaille sur des projets en ce moment avec la Seine-Saint-Denis sur des concepts de classe en résidence. Le département de la Seine-Saint-Denis met cet outil-là à disposition, c'est-à-dire qu'un prof a la chance d'avoir un personnel extérieur, en gros, sur 30 heures dans l'année. Ça permet de construire les choses tranquillement avec les élèves. Donc là, il y a plein de schémas possibles. Mais face à cette matière complexe, évidemment, face à ces mémoires, il y a des choses qui surgissent, il y a des choses négatives. Donc je vais vous donner un exemple, ça m'est arrivé il y a 4-5 ans. J'étais confronté à une parole antisémite. Voilà. Dans une classe de ZEP, d'une ville où dans cette classe ils étaient 22 à 25 élèves, dont 70% des parents étaient au chômage et dont 80% de la classe venait de l'immigration. Voilà. Les parents. Et j'ai eu, on va encore parler des juifs. Voilà. Bon. Et ben on a, alors je ne vais pas vous dire que j'ai sans doute bien réagi sur le coup, mais là l'autorité ne fonctionne pas, c'est évident. Si un enfant se permet ça devant son prof et pourtant ça se passait correctement jusque-là, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas, c'est que derrière il y a un vrai sentiment, une représentation forte. Donc on a essayé de la travailler, je ne sais pas, parce que c'est le problème de l'éducation nationale, après j'ai perdu de vue l'élève, je ne sais pas si je l'ai fait évoluer, corriger, je ne vais pas avoir cette prétention-là. En tout cas, du coup, on a travaillé ce sujet complexe à travers ça. On a parlé des Juifs du 11e arrondissement, de la rafle du billet vert, la première grande rafle à Paris en mai 1941, et on a décrit le groupe qui était arrêté. Ils sont tous en situation d'exclusion, ces Juifs-là. C'est que des Juifs étrangers qui arrivent de Belgique, qui arrivent d'Autriche-Hongrie, qui arrivent de Pologne, qui ont déjà, pour certains, vécu les pogroms des années 30, qui ont compris ce que c'est que le nazisme, qui n'ont pas eu le choix, qui ont fui, qui ont déjà vécu un exode ou 2 exodes. Je leur ai dit là, le juif, je ne sais pas quel concept tu as du juif, mais voilà le juif dont on va parler, dont on est en train de parler, qui doit être déporté. Et ensuite, on a aussi regardé, on a fait aussi un travail sur le juif à Paris avant les arrestations. On a là des gens, j'insiste, le 11e arrondissement à ce moment-là, on n'est pas loin de bidonville, je caricature un peu, avec des gens qui ont un niveau social et des métiers où il faut tirer 12 petites choses pour mettre des épinards dans la marmite, quoi. Voilà. Une fois ça a duré longtemps, hein. Et puis ensuite on en a reparlé individuellement et plus collectivement, mais là j'ai changé mon coup. Voilà. Et c'est pas pour ça que le sujet n'est pas posé, et c'est pour ça du coup que le déséquilibre parfois des programmes, ou en tout cas son changement ou la façon dont il est traité pose vraiment question. Mais là, pour vous rejoindre, oui, ces mémoires s'essoufflent, ça j'en suis convaincu. Pas celle du génocide aujourd'hui, mais la question se posera peut-être, et là il faut l'anticiper. En tout cas, les mémoires de la résistance, elles s'essoufflent, ça j'en suis convaincu. Et le rite commémoratif est absolument, alors ça c'est un avis personnel, absolument plus adapté. Parce que précisément, la génération des acteurs est en train de disparaître. Et donc il faut réinventer quelque chose sur le plan mémoriel et sur le plan pédagogique. Merci. Très rapidement, si vous voulez bien, sur l'Action française, les militants d'Action française se sont distribués entre ceux qui sont restés fidèles à Maurras, à Lyon. Maurras a continué à dire du mal des Juifs et de la résistance, sans prôner pour autant la collaboration. Certains sont devenus hyper collaborateurs et beaucoup sont devenus résistants. Et la seule chose que je voudrais mentionner, c'est qu'ils n'ont pas toujours eu droit à un traitement historiographique juste. En 2 phrases, si vous le voulez bien. Quand un maurassien ou quand un Camelot du Roi est un collaborateur, on indique toujours que c'est un maurassien collaborateur. Quand un maurassien est résistant, on dit que c'est un résistant. On ne mentionne pas son origine politique. Il y a une espèce d'asymétrie dans la présentation de son passé, pour des raisons qui tiennent au fait que globalement, on veut coller de force toute la collaboration au maurassisme. Et on veut au contraire éliminer de la résistance les maurassiens qui étaient pourtant nombreux. Il y a un problème de présentation du passé.